Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Grande santé et liberté grande. Deux formules, l'une, la première de Nietzsche, la seconde de Julien Gracq, qui conviennent, me semble-t-il, et aussi étonnant que cela puisse paraître, qui conviennent parfaitement à Léon Daudet, homme de grande santé et homme de liberté grande. On pourrait dire, pour celui qui était affectueusement surnommé le Gros Léon, qu'il s'agit autant de grandeur que de grosseur, d'énormité, d'un caractère gargantuesque, rabelaisien. Nous serons amenés sans doute à revenir sur ces qualificatifs au cours de cette émission. Médecin, comme ses confrères admirés, Rabelais et Céline, écrivain, pamphlétaire, polémiste, critique littéraire, académicien Goncourt, homme d'action également, et au premier chef homme d'action française, mais aussi député de la Seine, député de Paris. Léon Daudet a traversé toute la Troisième République et a su brosser les portraits acerbes, vigoureux, vengeurs de ces grandes têtes molles, comme disait Lautréamont. C'est donc à un parcours de cette œuvre et de cette vie que nous vous convions aujourd'hui. Avec vous, Anne Le Pape. Bonjour Rémi Soulier. Bonjour Anne Le Pape, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous avez publié de nombreux ouvrages. Alors, parmi ceux que vous avez publiés, je citerai La tradition liturgique aux éditions de l'Homme Nouveau et la biographie que vous avez consacrée à François Brignot aux éditions Pardès dans la collection Qui suis-je. Mais aujourd'hui, vous êtes invité, c'est presque l'universitaire qui est invité, vous êtes également docteur ès lettres, et il se trouve que vous avez consacré votre thèse à Léon Daudet, critique littéraire, et on a la chance que vous ayez tiré de votre thèse de doctorat un essai remarquable intitulé Léon Daudet, critique littéraire, avec une préface de Stéphane Giocanti. C'est aux éditions de Flore. Voilà, je le montre à la caméra, mais vous aurez l'occasion de le revoir au cours de l'émission. Donc, vous évoquerez en particulier le Daudet, bien sûr critique littéraire, mais aussi romancier, enfin l'homme de l'écrit et celui qui a su porter sur les œuvres littéraires et les œuvres de l'esprit un regard très singulier. Avec nous également Francis Bergeron. Francis Bergeron. Bonjour Rémi. Bonjour, vous êtes vous-même journaliste, essayiste. Alors, vous avez également publié, je m'empresse de le dire, ou même chez le même éditeur d'ailleurs, oui, les éditions Pardès, dans la collection Qui suis-je, un certain nombre de monographies consacrées à Henri Béraud. Je rappelle que vous présidez l'association Réthèse des Amis d'Henri Béraud, à Saint-Loup également, à Maurice Bardèche. Et vous avez publié tout récemment, je le signale, Le Hussard remonte le temps. C'est aux éditions Oda Issa Arnin, un roman policier. Un roman policier, tout récemment, c'est-à-dire en 2024. Mais là encore, pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui d'une manière plus singulière, vous êtes l'auteur, dans la collection Qui suis-je chez Pardès, d'un tout aussi remarquable Léon Daudet, que je montre également à l'écran, et qui, selon le principe de cette collection, propose un parcours biographique, historique, et aussi évidemment politique et littéraire autour de Léon Daudet. Et avec nous, enfin, Juan Asensio. Bonjour Rémi. Bonjour Juan Asensio. Alors, critique littéraire, bien sûr, c'est une formule qui vous convient bien, je crois que c'est celle que vous préférez, et comme on va parler de Léon Daudet, évidemment, nous serons en plein dans ce registre-là. Vous avez fondé le site Stalker, dissection du cadavre de la littérature, dans lequel vous publiez très régulièrement un certain nombre d'articles et d'études très approfondies, et il y en a plusieurs, vous avez consacré plusieurs études à Léon Daudet, à certains textes de Léon Daudet, dont une d'ailleurs qui est en ligne depuis quelques heures, pourrait-on dire quasiment, ou quelques jours. Vous serez sans doute amené à nous en parler. Vous avez publié également plusieurs ouvrages qui rassemblent, mais pas uniquement, des études, des articles que vous avez publiés sur votre site, donc Stalker, dissection du cadavre de la littérature. Parmi eux, je citerai Le temps des livres est passé, aux éditions Ovadia, La littérature à contre-nuit, qui a été réédité aux éditions Sulliver, et
tout récemment, les éditions Ovadia ont réédité votre récit, Maudit soit Andreas Werkmeister. Donc, Léon Daudet, cet esprit truculent à certains égards, rabelaisien, je le disais, fils d'Alphonse Daudet, précisons-le d'emblée, est né, alors il est né en 1867, il est mort en 1942, ceci pour poser un cadre chronologique très bref, est né, je vais filer la métaphore de l'obèse si j'ose dire, j'ai parlé du gros Léon, il est comme Obélix, hein, il est tombé non pas dans la potion magique mais dans le monde littéraire d'emblée, il y est né d'emblée. Par son père, bien entendu, par le salon qu'avait son père. Anne Le Pape, pourriez-vous nous dire d'abord quelle a été cette enfance Daudet du point de vue littéraire au sens premier du mot, qui voyait-il, qui a-t-il fréquenté et dans quelle mesure cette enfance baignée de littérature parmi les écrivains pourrait expliquer au moins la genèse de sa vocation. Or, la vocation professionnelle, médicale, mais enfin, qui a été avortée en quelque sorte, vous nous le direz peut-être. Mais cette enfance-là a-t-elle été décisive ? Bien évidemment. Déjà, il avait une grande admiration pour son père. Et donc, il a baigné dans ce milieu de la littérature. Je voudrais tout de même, vous avez fait allusion à Béraud, et vous avez fait plusieurs fois allusion au fait qu'on l'appelait le gros Léon. D'abord, il n'a pas toujours été gros. Quand il était jeune, il était mince et très élégant et beau. Quand il a épousé Jeanne Hugo, la petite fille de Hugo, il était très fringant. Et en plus, ça me fait penser à une remarque que fait Henri Béraud dans Le Martyre de l'obèse, une remarque malicieuse. Il suppose que si Léon Daudet a eu des opinions monarchistes, c'est pour l'admiration qu'il avait pour les ventres bourbognats. Bon. Donc je reviens à l'enfance de Léon Daudet. Sa mère avait un salon dans le Marais. Léon Daudet est né à l'hôtel qui est maintenant à l'hôtel de la Moignon, qui est maintenant la bibliothèque historique de la ville de Paris, près du métro Saint-Paul, rue Pavée. Et sa mère un salon que tenait sa mère accueillait toutes les plumes les plus connues de l'époque, mais de façon très variée. Vous y trouviez Zola, Barbé d'Aurevilly, Goncourt, Huysmans, Maupassant, mais aussi des médecins, mais aussi des hommes politiques. On y trouvait Gambetta, on y trouvait Édouard Drummond. Tout ce beau monde se retrouvait chez Madame Daudet. Et le petit Léon, qui n'avait pas les yeux dans sa poche, ni les oreilles, même en tant que critique littéraire, on le verra, rencontrait tous ces gens et mémorisait tout cela. Il a toujours eu une grande mémoire. Le grand homme, évidemment, dans la maison était Victor Hugo. Grosse admiration pour Victor Hugo. Quand Léon a épousé la petite fille de Victor Hugo, la sœur de son meilleur ami, Georges Hugo, c'était le mariage du siècle. Enfin, et le mariage vraiment. de la République en plus. Et le mariage de la République. C'est ça qui est quand même très étonnant. C'est-à-dire que l'image que l'on a de Léon Daudet, évidemment, qui est parfaitement justifiée, c'est en gros, je schématise, mais c'est le camelot du roi, c'est le proche de Charles Maurras, c'est le journaliste à l'Action française. Mais le milieu originel est un milieu républicain, très, très marqué par le père Hugo en particulier. Comme Oui, alors du côté Daudet, c'était plutôt effectivement des bleus, enfin des républicains, mais du côté breton. Curieusement, du côté breton, donc du côté Allard, c'était des bleus de Bretagne. Oui. Tandis que du côté provençal, il y avait quand même des blancs du Midi. Des blancs du Midi, mais pas Alphonse. Pas Alphonse, mais il a été secrétaire du duc de Morny quand même. Oui. Donc vous voyez, il y avait un petit fond. En effet. Et quand on a cette vision de Léon Daudet monarchiste, c'est le vrai Léon Daudet, puisque en 1904, quand il a adhéré à l'Action française, il a dit qu'il découvrait la lumière après 36 ans d'obscurité. Et qu'il devenait réactionnaire à en perdre le souffle. Voilà. Oui, c'était une belle formule. Voilà. Alors évidemment, il a donc évolué.
Mais je ne pense pas que sa seconde femme, qui était sa cousine germaine, Marthe Allard, Pampille. Pampille, connue sous le nom de Pampille, elle a eu de l'influence, mais il avait déjà par lui-même commencé à évoluer. Et ce second mariage a été très heureux, beaucoup plus. A été le bon, voilà, beaucoup plus heureux que le premier qui n'a pas duré. Et ils étaient tellement fusionnels qu'on les appelait, ça, Francis Bergeron le raconte dans son excellente biographie, Marthe et Léon. Mais Marthe et Léon en un seul mot. On mettait un accent sur Marté et ça faisait un seul. Avez-vous vu Marthe et Léon ? Donc bon, et voilà. Et comment enfin, sans entrer dans le détail, mais quels sont les jalons, ou quelques-uns des jalons, qui peuvent expliquer cette mutation dont vous parliez, Anne? Alors, je dirais qu'il a eu quand même des gens qui l'ont influencé dans ce domaine. Je parlerais de compagnons de route, presque. Je citais Édouard Drummond. Oui. Édouard Drummond a toujours été, c'est dans La Grande Peur des Bien-Pensants, Bernanos évoque le petit garçon, Léon Daudet, avec ses boucles, qui allait faire des promenades avec Édouard Drummond, puisqu'Édouard Drummond avait acheté une maison de campagne non loin de celle des Daudet. Et il faisait des grandes promenades avec le petit Léon. Et ce qui a marqué Léon, de la part d'Édouard Drummond, c'est sa foi catholique. Déjà, donc une influence, et il en a retenu le côté social, le côté proche des petits, des humbles. D'accord. Il a aussi été très impressionné, toujours impressionné par Barbé d'Aurevilly, qu'il a toujours pris pour un grand romancier et pour un excellent critique littéraire. Et qu'il a côtoyé donc aussi dans le salon. Qu'il a côtoyé, et il a aussi recueilli des souvenirs de Mademoiselle Réade, qui était la secrétaire de Barbé d'Aurevilly. Et il s'intéressait beaucoup, ça, on le verra quand on évoquera sa critique littéraire, il s'intéressait beaucoup aux gens, aux écrivains en eux-mêmes, pas seulement à leurs œuvres. Il aimait découvrir l'écrivain derrière des personnes, des personnages, voilà. Pourrait-on dire. Et donc les idées de Barbé ont pu aussi le mener vers cette découverte du monarchisme et du royalisme. Du royalisme, tout à fait. Tout à fait. Francis Bergeron, la découverte de la littérature donc, et du milieu littéraire est très précoce. Vous-même, comme lecteur, vous avez été sensible, vous êtes sensible au Léon Daudet romancier. Lorsque l'on évoque le Léon Daudet romancier, on songe d'abord, principalement, au Morticole et au Voyage de Shakespeare. Ce sont d'ailleurs, c'est très significatif, deux titres qui sont toujours réédités. Et Léon Daudet a énormément écrit. C'est quelqu'un qui des articles... 127 ouvrages. Voilà, c'est considérable. Et des milliers d'articles, oui. Et des milliers d'articles, oui. Enfin, ces ouvrages étaient souvent... 9000 articles. Étaient souvent composés d'articles réécrits, remis en forme, etc. Mais enfin, c'est quand même énorme. Et donc ce versant-là de Léon Daudet, du Léon Daudet, alors là on est à mi-chemin bien entendu du roman et de la critique littéraire. Tout ceci n'est pas, ce serait un tort de séparer trop radicalement les deux domaines, mais c'est quelque chose. Comment pourrait-on définir le génie romanesque de Léon Daudet? Moi, personnellement, ce n'est pas par le roman que j'ai découvert Léon Daudet. Oui. C'est par Henri Béraud, tout simplement. Parce que Béraud, c'était un pamphlétaire, c'était un gros. Oui, bien sûr. On disait le gros, pour lui aussi. Oui. Et après la publication de ma biographie de Léon Daudet, c'est vrai que je me suis dit... de Béraud, je me suis dit, j'aimerais bien aussi faire quelque chose sur Léon Daudet, parce que les deux hommes se ressemblaient beaucoup physiquement, et puis aussi par les centres d'intérêt, par le plaisir de la polémique, de la bagarre, le duel chez Daudet, qui est quand même très important. Et
c'est ça qui m'a amené à m'intéresser, à Daudet. C'est le biais, donc, le prisme du pamphlétaire, plutôt, a Oui, priori. c'est le prisme de l'homme très extraverti, Oui. comme l'était Daudet et comme l'était Béraud, et la similitude. Et en même temps, ces deux hommes ne s'appréciaient pas forcément, au moins dans les premières années, parce que, et pourtant ils avaient aussi des origines politiques assez proches. Oui. C'était pas tout à fait la même génération, mais ils avaient des sensibilités de gauche, si on veut, l'un comme l'autre. J'ai trouvé que c'était deux parcours assez fascinants, un peu parallèles. Ouais. Mais par exemple, lorsque Béraud se met à polémiquer avec Gide, avec les Gidards, avec les Gallimardeux, Ouais. Léon Daudet ne le suit pas du tout sur ce terrain-là. Daudet, il soutient Gide. Oui, il admire Gide. Il admire Gide parce que Daudet met au-dessus de tout, mais Anne Brassier l'explique très bien, mais au-dessus de tout la littérature. Donc pour la littérature, et on le verra ensuite avec les campagnes les soutiens de Daudet à l'œuvre de Céline, bien sûr, à Picasso. Oui. Picasso, c'est quand même surprenant, mais c'est vrai. En 1929, il fait l'apologie de Picasso. Il y a cet aspect-là qui est vraiment propre à Daudet. Je crois que là, on va en parler beaucoup plus que du reste, parce que c'est vraiment ce qui est absolument à retenir chez Daudet. C'est cette critique littéraire, artistique, qui lui est propre et qui est rare. Dans le monde de l'époque, mais dans le monde d'aujourd'hui, n'en parlons même pas, où on soutient, enfin ce sont des coteries souvent aujourd'hui, alors que la liberté d'expression a considérablement régressé. Absolument. Léon Daudet était un homme qui s'extrayait de tous ces contingentements. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit en matière de littérature, je ne connais pas la patrie. Enfin, exactement, oui. La formule est un peu plus brutale, mais oui, tout à fait. Tout à fait étonnante. Ouais. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant chez Daudet. Maintenant, pour répondre très précisément à la question, Daudet romancier, moi je me suis, pour le besoin de ma petite biographie, je précise, il y en a eu de très belles par ailleurs, je me suis efforcé de lire à peu près tous les romans, ou au moins de les parcourir. Ce qui m'a étonné, c'est que plusieurs de ces romans, beaucoup de ces romans même, ont été condamnés par l'Église, ont fait l'objet de polémiques où Daudet n'avait pas forcément le beau rôle. Je pense à L'Entremetteuse, par exemple, ou à des romans comme ça. Il y avait chez Daudet un côté un peu... je parle du Daudet romancier. Oui. Il y avait un côté un peu osé, sulfureux presque, pour l'époque, graveleux si on veut. Et je n'ai pas été très séduit par son œuvre littéraire personnelle. Ce qui m'avait séduit au départ, c'était le militant, c'était l'homme d'action, c'était le polémiste, le camelot du roi, l'homme venu de la gauche et d'esprit Action française, converti au royalisme. Je trouvais ça très séduisant. L'œuvre littéraire propre à Daudet, mis à part la critique littéraire, et mis à part plus encore ses souvenirs. Oui, le mémorialiste. Voilà, le mémorialiste. Alors ça, le mémorialiste, c'est le mémorialiste de la Troisième République. Absolument. Il est incontournable, absolument incontournable. Et Dieu soit loué, on réédite également assez fréquemment. En tout cas, on a réédité. Je crois que c'est chez Bouquin où on a réédité ses mémoires. Enfin, ça c'est vraiment le cœur de son œuvre. C'est ce qui restera à jamais. Ça. Et la critique littéraire. Voilà. Je profite d'ailleurs, vous faites bien, Francis Bergeron, de rappeler les éditions les plus récentes et les plus disponibles de Léon Daudet. Je profite de votre remarque pour signaler la parution récente d'un roman, réédition donc, de Léon Daudet, Ciel de feu. C'est aux éditions de Flore, qui est suivi par un roman qui s'inscrit dans la lignée de Ciel de feu, qui en est en
quelque sorte le prolongement, par Frédéric Rouvillois. Donc je montre le volume également, c'est tout récent, c'est aux éditions de Flore, avec une préface de Richard de Sèze. Alors quand on parle de polémique, et on va revenir sur ce que vous avez dit, Francis Bergeron, à propos du critique littéraire, bien sûr, lorsqu'on parle de polémique, de pamphlets, de combats, Roland Asensio, on pense à votre propre manière d'envisager la critique littéraire. Dans votre parcours, Léon Daudet, est-ce que c'est un héritage que vous revendiquez, que vous reconnaissez dans votre propre manière d'écrire et peut-être de lire? Autrement dit, est-ce que vous avez été sensible, autant que Francis Bergeron, à ce Léon Daudet polémiste? Oui, bien sûr, évidemment que c'est un héritage que je revendique. Je serais moins d'accord sur l'aspect qui a l'air de vous chagriner un peu, c'est-à-dire les romans. Grosso modo, vous vous êtes ennuyé, hormis un ou deux romans qu'on avait cités, Le Voyage de Shakespeare et Les Morticoles. C'est Benazeraf, un réalisateur, qui disait que dans le pire, dans les années 60 je crois, ou 70, qui disait que dans le pire des navets cinématographiques, il y avait toujours une seconde de génie. Enfin, en tout cas, une seconde de pur cinéma. Quel que soit le texte de Daudet, y compris les romans, je pense qu'il y a au moins une ligne qui est extraordinaire. Que ce soit une trouvaille stylistique, que ce soit une image, que ce soit, comment appeler cela, une espèce de vue, et vous vous dites, mais oui, il a vu ça que personne n'avait vu. Dans le Voyage de Shakespeare, ou c'est peut-être dans le Napu que je viens de terminer, peu importe. Bon, de toute manière, il répète toujours plus ou moins la même chose. C'est dans le Napu. Il parle d'une invention, c'est donc une espèce d'anticipation, on ne disait pas à l'époque science-fiction, c'est un récit de science-fiction, d'anticipation qui imagine la dissipation de l'humanité par le phénomène du Napu, c'est-à-dire le nom est ridicule parce que c'est une petite fille qui, devant la disparition soudaine de son grand-père, a dit quelque chose comme Napu, Pépé ou un truc dans le genre. Et tout le monde a repris. Voilà, tout le monde a repris le Napu, qui fait penser à Guido Morcelli. C'est la dissipatio, c'est la dissipation de l'humanité, ou au travail de la nuit de Thomas Glabinich. Ça se passe en 2227 et il imagine une espèce d'invention qui est comme une remise à la surface des images, des très très anciennes images, mais qui deviendraient animées, et des images tirées des livres. Ça porte un nom, le Ciné-Bibla ou quelque chose comme cela. Et donc il parle à ce moment-là de Shakespeare en disant que Shakespeare était un génie qui est allé tellement loin dans la vision du monde et dans l'invention consécutive du langage pour dire ce monde, que certaines images n'ont pas pu être comprises par son époque, par ses contemporains, et par le siècle qui a suivi, et par le siècle qui a suivi. Et probablement que de nouvelles images ne seront comprises d'un point de vue sensible, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue moral, scientifique, ce que vous voulez, que dans 1, 2, 3 siècles. C'est cela la marque du génie chez Léon Daudet. C'est une faculté de faire revivre ce qu'il appelle des images héréditaires. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait des influences, Bernanos, qu'il a beaucoup lu, s'en souviendra alors il lui doit le lancement de Sous le soleil de Satan, hein, vous savez, puisque en 1926, mais il s'en souviendra pour d'autres choses lorsqu'il il mettra en scène dans certains romans, comme dans pratiquement tous, mais dans son dernier, Monsieur Wynne, il mettra en scène des personnages qui sont hantés par des images dont il ne soupçonne même pas la provenance, alors qu'elle est probablement ancestrale. Et il imagine, Daudet, une espèce de cristallisation. Alors, le côté scientifique, nous oublierons, même s'il avait une formation de carabin, donc on s'en fiche de cela. Mais il imagine une espèce de cristallisation, de sédimentation, de très très longue sédimentation de tout un tas d'affects, de tout un tas d'émoi, qui fulgurent dans une image qu'un personnage n'aura même pas besoin de coucher par écrit, qu'il pourra simplement garder à vie et qu'il transmettra d'une manière ou d'une autre à sa descendance, jusqu'à ce qu'un moment, tel ou tel personnage se dise « Mais d'où vient cette image qui me hante alors que rien ne l'explique dans ma propre généalogie directe, dans ma propre histoire ?»
Et ça, c'est absolument fascinant. Quant à l'aspect... donc c'est pour ça que je pense que... Je crois avoir lu à peu près tout ce que Daudet a écrit en termes de romans, donc ça fait déjà beaucoup. Et effectivement, il y a des choses qui ne passeront très évidemment... Très répétitif bien aussi. sûr. Le thème de l'hérédité, par exemple, les méchants qui sont des médecins, ça c'est aussi fréquent. Oui, il y a un côté, moi j'avais l'impression de relire le même livre quelquefois. Oui, mais moi c'est ce qui m'intéresse. Je prends un auteur de A et je vais jusqu'à Z. Quant à la partie critique littéraire, oui, alors là effectivement elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire d'un point de vue stylistique, d'un point de vue visionnaire. Il a lancé Proust, il a parlé de Céline, il a lancé Bernanos. Vous avez dit, bien sûr, vous avez parlé de Picasso et il avait et tout à l'heure vous avez fait un petit aparté sur la critique actuelle en disant qu'on avait vraiment chuté de niveau. Évidemment qu'on est tombé dans un gouffre abyssal quand on compare la critique de gauche actuelle, journalistique de gauche actuelle, qui taira toute forme d'opposition, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas elle. Donc, Célestin Traquenard ne parlera pas de Bernanos, ne parlera pas de Béraud, ne parlera surtout pas de Daudet. Et pour eux, parce que le simple fait d'en parler leur donnerait une espèce de consistance ontologique qui serait déjà absolument affreuse. Alors que la critique journalistique de droite, elle aura plus tendance, dans un côté hussard, effectivement, à rentrer dans l'art, mais elle aura d'autres tares. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, un Romarin va dire tout le bien qu'il pense d'un Jacouille qui n'est même plus une fripouille, ou tout le bien qu'il pense d'une Alice des Cervelets uniquement parce qu'elle est dans son camp idéologique. Ce que ne faisait absolument pas, évidemment, Daudet. Il faut dire que c'était un homme totalement libre en matière d'esthétique et de liberté grande, ce qui a fait une force extraordinaire. Et ce qui est d'ailleurs, Francis juste Bergeron, un mot pour aller tout à fait dans ce sens-là, c'est que il écrivait ça dans l'Action française. Voilà. Il est dans un quotidien qui avait un énorme respect pour le roman traditionnel, l'écriture traditionnelle. Anatole France était le plus grand écrivain. Et on est quand même abasourdi quand on découvre qu'il soutient, alors effectivement, Céline, ce qui était improbable, mais impossible à imaginer. Enfin, en tout cas, les lecteurs étaient extrêmement déstabilisés par ça. Quand il soutient Kessel, qui est juif, apatride, enfin, il n'a pas de barrière dans ce domaine-là. Et ça, c'est fascinant. Céline le lui rappellera à un moment, puisqu'il avait effectivement très très bien parlé du Voyage au bout de la nuit. Et c'était à l'occasion d'un roman qui avait eu une moins bonne presse, je ne sais plus lequel d'ailleurs, Mort à crédit probablement. Mort à crédit, oui. Et Céline lui avait dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait plus un Daudet, parce que lui a vu. Lui a compris. Il avait simplement dit ça. Lui a compris et lui sait. Oui. Et il l'a pas lu. Il n'a pas lu le deuxième. On retrouve la vision, l'image, bien sûr. Alors Anne Le Pape, oui, ce Daudet critique littéraire est évidemment central. Tout le monde en convient ici, et même on en est donc stupéfait. Vous avez rappelé, Francis Bergeron, la critique d'Action française telle qu'elle était, en tout cas dans l'esprit de Maurras lui-même, hein, donc très classique, néoclassique, mais en tout cas très le grand siècle français, Racine. Et puis nous avons donc cet homme, Léon Daudet, qui va découvrir, lancer ce qui est énorme. Enfin, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que cela représente, de découvrir Proust et Céline, de découvrir, d'évoquer Kessel, Paul Morand, Bernanos Picasso, aussi, Bernanos, Le Soleil de Satan, Paul-Jean Toulet. C'est absolument aussi considérable. Bourdelle. Bon. Alors comment peut-on expliquer, on peut toujours faire une critique du goût, bien entendu, de la guerre du goût, comme disait Solers, c'est quoi? C'est le goût, c'est le génie littéraire. Comment expliquer que Daudet ait été d'une acuité aussi extraordinaire? Alors déjà, je voudrais répondre sur les critiques de gauche qui ne parlent pas de Daudet ou de gens comme ça, parce que j'ai été très étonnée lors de la réédition d'Écrivains et artistes aux éditions Séguier. Il y a eu divers articles, notamment un article dans le Canard enchaîné de Frédéric Pagès, qui d'abord a pensé que l'éditeur avait trié au milieu de ces écrits qui pouvaient être nauséabonds, pas du tout. Vous voyez, il y a quand même un petit fond. Il y a un petit fond de méfiance. On peut pas s'en débarrasser complètement. Mais qui s'étonne de la liberté de ton et de la liberté d'esprit de Léon Daudet et qui les salue
Donc, vous voyez, Léon Daudet est quand même très fort, puisqu'il arrive même à être apprécié par un, Oui, là, par nous un sommes critique d'accord. littéraire De gauche. de gauche, du Canard enchaîné. Eh bien, qu'est-ce qui explique comment expliquer Oui, pourquoi d'ailleurs a-t-il cet éclat, cet éveil-là, et que va-t-il saluer précisément chez ces écrivains très différents, ou peintres ou sculpteurs, hein, on en a parlé. Alors, il est en quête de quoi, Daudet, quand il salue ses œuvres naissantes? De toute façon, la critique de Daudet est pleine d'empathie. Il veut toujours, et ce qu'il fait dans Le Voyage de Shakespeare, par exemple, il montre Shakespeare faisant cela, mais en fait, il parle de Léon Daudet cherchant à connaître l'homme derrière l'œuvre. Et donc, lui est entré, en fait, dans l'esprit de Shakespeare. Ce qui l'intéresse, ça n'est pas tellement l'embouchure, comme il le dit, mais c'est de remonter à la source et d'arriver à saisir le cheminement qui a donné naissance à l'œuvre. Et Le Voyage de Shakespeare évoque Shakespeare jusqu'à ce que Shakespeare écrive ses premières lignes et le laisse au moment où, voilà, Shakespeare est prêt à écrire. Et en fait, il fait ça un petit peu devant chaque livre qu'il lit. Il entre dans le livre et sa critique implique, en tout cas pour les livres qu'il aime, implique beaucoup d'amitié, en fait, beaucoup d'empathie, beaucoup de tendresse. C'est une nourriture, hein, c'est l'innutrition. Il va se nourrir et il se nourrit lui-même. Enfin, c'est un échange de cœur à cœur. Exactement. Il aime lire, il aime écrire, mais il aime lire. Il dit que pour travailler bien, il faut travailler trop, et pour lire bien, il faut lire trop. Je pense que le critique littéraire qui est en face de moi il prend est pas de d'accord. distance avec. Il prend pas la distance du critique par rapport à ce qu'il lit. Il s'identifie un petit peu à l'auteur. Enfin, c'est ça, c'est le critique d'écrivain, véritablement. C'est étonnant. Enfin, il prend quand même une distance, puisqu'il y a des écrivains qu'il n'aime pas. Et il le dit. Mais il a beaucoup plus d'enthousiasme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que de détestation. Mais il a des détestations. Vous citez, je ne sais pas si c'est vous, Anne Le Pape, ou vous, Francis Bergeron, mais là, il qualifie, ça c'est très amusant, Brunetière de Saint-Thomas-d'Aquin. Voilà. Par exemple. Ben oui, mais il aime bien. Oui. Il aime de la même manière, je crois qu'il n'avait pas aimé du tout le recueil Les Hortensias bleues de Robert de Montesquieu, grand ami de Proust, et il n'a plus appelé Robert de Montesquieu que Hortensio de Grotesquieu. Enfin, bon, c'est la force comique également dans les formules de Léon Daudet. Bien sûr. Pour évoquer les détestations. Oui. Je cite le fait, par exemple, qu'il a pris dans sa ligne de mire le roman qui avait beaucoup de succès à l'époque, Quo Vadis, que tout le monde a lu, adolescent, qui est une sorte de péplum qui ne fait de mal à personne. Mais Léon Daudet le déteste. Il est sujet à une quovadisophobie, comme il le dit, aiguë. Bon, en fait, ce qui l'irrite quand de mauvais livres ont du succès, c'est que le public n'a plus d'énergie, de temps pour découvrir les bons livres. Ouais. Et le guide du critique, pour lui, c'est de guider le public vers les bons livres. Et le public est toujours un peu rétif devant l'inattendu. Bon, le cas de Proust est un excellent cas. Ah oui, par exemple, Proust avait demandé à Anatole France de présenter son œuvre à son éditeur. Anatole France l'ayant promis a envoyé le livre de Proust à son éditeur avec un petit mot disant « Ce jeune homme charmant m'a demandé de vous transmettre son manuscrit. Je vous avoue que je n'y comprends rien. » Donc, alors que Léon Daudet a compris quelle bombe était le style de Proust. Pareil pour Céline. Léon Daudet est aussi ouvert à la littérature étrangère, à la littérature européenne. Bien sûr. Surtout la littérature anglaise, qu'il connaît très bien. Il lit l'allemand dans le texte et il aime beaucoup les Russes, particulièrement Dostoïevski. Donc voilà, il est très curieux. Il fait découvrir les livres contemporains, mais également les classiques. Voilà. Bien sûr, il parle de Virgile
avec un enthousiasme. Il entend la voix de Virgile plus distinctement que celle du cantonnier sur la route, dit-il. On dit parfois que Léon Daudet est un homme du XVIe siècle. Comment le comprendre? C'est Montaigne, c'est une forme d'intérêt tous azimuts, de grande jeunesse de l'esprit. Il se situe plutôt dans ce registre-là, sans qu'il dénonce, tant s'en faut, bien au contraire, le Moyen-Âge. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il aime beaucoup la liberté de ton du XVIe siècle. Mais il dit toujours qu'il a une grande admiration pour le Moyen-Âge. Absolument. Il dit toujours que lui, ça n'est pas « je pense, donc je suis », qu'il aime comme phrase, mais il aime l'état d'esprit du Moyen-Âge qui est « je médite et je prie, donc je serai ». Moi, je verrais surtout Rabelais. Oui, Rabelais, bien sûr. L'ombre portée du Gros Léon, c'est probablement c'est Gargantua. Donc, c'est un appétit, comme Shakespeare d'ailleurs, c'est un appétit colossal. Ce sont des ogres. Hein. Ce sont des ogres purement verbaux, linguistiques, j'allais même dire. C'est-à-dire grammaticaux. C'est-à-dire qu'ils ne voient le monde que par le truchement du langage. Ce qui, moi, me paraît extraordinaire, comme vous me direz, il y a les yeux, il y a d'autres sens, bien évidemment, etc. Mais ces sens-là n'ont finalement que peu d'importance si ils ne sont pas métabolisés d'une certaine manière en phrases. Tout est verbe. Et dans le voyage de Shakespeare ou dans les Morticoles, il y a des inventions extraordinaires où en fait le langage se nourrit de langage. C'est-à-dire qu'il prend une métaphore, il va la filer et peu importe là où elle va le mener, il sait qu'il ira quelque part. Avec 4 ou 5 trouvailles entre les deux, dans le meilleur des cas, pas dans tous les romans, mais dans au moins ces deux-là. Et il ne parle le monde que par le langage, et il ne voit le monde que par le langage, il ne sent le monde que par le langage. Comme un Rabelais, comme évidemment un Shakespeare. Oui. Et c'est peut-être ça. On cherchait un point de convergence pour savoir ce qu'il avait vu chez un Proust et un Céline. Oui. C'est comparable. Ce sont de très grands auteurs, de très grands écrivains qui ne voient le monde que par le langage. Comme dirait l'autre, il faut que le monde aboutisse à une belle phrase et à un livre. Ce sont aussi des hommes du XVIe siècle, quelque part. C'est vrai. Et en plus, cette idée de Daudet, homme du XVIe siècle, vient aussi du fait qu'il avait écrit ce livre sur le stupide XIXe siècle. Oui. Et à ce moment-là, on s'est posé la question. Enfin, les critiques, le monde politico-littéraire s'est posé la question, mais Daudet, c'est un homme de quel siècle ? Est-ce que c'est un homme du XXe siècle, un homme du XVIIIe ? Et je ne sais pas qui a dit c'est un homme du XVIe siècle, peut-être que... De toute façon, il le dit lui-même qu'il aime le XVIe. Il le dit, il aime Montaigne, il aime Rabelais... Alors pourquoi n'aime-t-il pas le 19e siècle ? Donc ce titre-là, le stupide 19e siècle, a suscité bien des gloses. Hein. Bien des gloses. Et alors j'ai un ami professeur de français dans une université au Japon, un ami japonais, qui connaissait le stupide 19e siècle et qui figure dans la bibliothèque de l'université. Vous voyez. Effet, mais... Daudet ne rejette pas tout le 19e siècle, ce serait stupide. Bien sûr. Vraiment. Et surtout du point de vue de l'art romanesque d'ailleurs. Hein. Voilà, mais ce qu'il rejette, c'est le romantisme. Il déteste le romantisme parce que le romantisme est une espèce de boursouflure du langage, justement, qui veut... le romantisme français, en tout cas, hein, les mois-trinaires. Voilà, exactement, les mois-trinaires, oui. Et il déteste également ce qui a suivi, ce qu'il appelle le romantisme de l'égout, c'est-à-dire le naturalisme. Donc il rejette Hugo et Zola, pour lesquels il a eu une certaine admiration quand il était jeune, tout en reconnaissant que Hugo est un grand poète et que Zola est un bon journaliste polémique. Il a des articles ferrailleurs, comme il le dit, flambards et ferrailleurs. Ce qu'il admire. Il y a peut-être autre chose dans ce stupide 19e siècle. Je pense que Daudet a très très vite flairé, et ça c'est un fil rouge qui traverse
énormément de ses textes, dont je suis en train de m'apercevoir, c'est le scientisme. Oui. Et plus même que le scientisme, une certaine, parce que le scientisme est daté, mais un certain esprit de scientificité qui tourne à vide. Et d'ailleurs, c'est une des critiques dans le roman dont on parlait tout à l'heure, le Napu. Il parle, dans un avenir français qui sera évidemment monarchique selon lui, il parle d'une révolte qui a été sanglante, et même d'une révolution qui a été sanglante contre les machines. Ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on retrouve cette idée chez les ludites, et on retrouve cette idée chez Samuel Butler, que Daudet a certainement lu, ça date de 1896 ou 1897, qui avait écrit Erewhon, anagramme de Nowhere, où il imagine, c'est un conte swiftien, comme si Gulliver se promenait et tombait sur des peuplades étranges, et l'une de ces peuplades étranges a écrit un livre des machines qui montre que dans le passé, pour tout un tas de raisons, et par le fait qu'ils ont considéré qu'à un moment donné, et on est en plein dedans là, on baigne dedans, à un moment donné, l'intelligence artificielle, ce qui ne s'appelait pas encore l'intelligence artificielle, allait forcément, mécaniquement dépasser l'intelligence humaine en termes de neurones et de puissance de calcul, peut-être pas en autre chose, mais au moins en cela. Et dans le livre des machines, ils décrivent, Samuel Butler décrit une révolution où on a détruit toutes les machines. C'est un thème qui a fait Flores, puisqu'ensuite Frank Herbert, dont on a vu une récente adaptation par Villeneuve de Dune, a parlé du djihad butlérien. Exact. En référence justement à Samuel Butler qui avait... Et donc ce fil rouge, on le retrouve dans énormément de textes de Daudet, et même si je faisais mon journaliste de gauche ou de droite, je dirais qu'il y a une espèce de conscience écologique qui est très très éveillée. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Voyage de Shakespeare, vous avez des descriptions sublimes, extraordinaire de la nature, du déchaînement. Il y a une scène qui me fait penser systématiquement à la tentation du saint de Limbre Sous le soleil de Satan, qui se retrouve perdu dans un labyrinthe en pleine nuit avec le diable qui vient le tenter. Et moi, j'ai retrouvé à peu près une scène à peu près équivalente où Shakespeare, le jeune Shakespeare, qui n'a pas encore écrit, se promène et s'égare en pleine nuit, et il tombe sur un fou. On ne sait pas si c'est un fou, on ne sait pas si c'est un démon, et je suis à peu près certain que Bernanos a lu cette scène-là et qu'il s'en est souvenu d'une manière ou d'une autre. Il y a des textes... Ça, c'est le Juan Asensio, lecteur d'Arthur Machen aussi. Exactement, et de Paul Jean Toulet. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une constellation de ces auteurs-là qui retrouvent, en le sachant ou sans le savoir, qui retrouvent toujours effectivement les mêmes images. Ça, c'est absolument fascinant. C'est un point noir. Il faudrait avoir un Daudet qui j'en suis certain, qui ferait des théories, qui les a déjà faites, pseudo-théories, qui les a déjà faites pour expliquer ces espèces de constellations d'images qui se retrouvent chez des auteurs qui n'ont pas forcément de lien direct entre eux. Oui, c'est presque une des considérations autour de grands archétypes au sens jungien que ces auteurs-là capteraient en quelque sorte. Ils seraient Anne Le Pape, vous vouliez ajouter. Mais je pensais en vous écoutant aussi que certainement Brasillac, écrivant son Virgile, s'est souvenu d'une part de la manière dont Léon Daudet parlait de Virgile, qu'il nous rend extrêmement proches, et d'autre part du Voyage de Shakespeare. Parce que lui aussi, Brasillac, imagine la vie de Virgile de l'intérieur et nous le rend extrêmement proche. Alors, nous avons évoqué le Léon Daudet polémiste, critique, romancier. Il faut dire, même si ce n'est pas le cœur de cette émission des idées à l'endroit, mais il faut évoquer aussi l'homme d'action, parce que il le fut. C'est-à-dire que ce diable d'homme fut ô combien un homme de l'écrit. Vous vous rappeliez Francis Bergeron, qu'il a beaucoup prisé les duels, et qu'il n'y avait pas en ce temps-là de droit de réponse, enfin, ou en tout cas on s'en fichait pas mal, et on ne passait pas devant les tribunaux pour laver je ne sais quelle offense. Non, on se bat jusqu'au premier sang. Bon, il y a un Léon Daudet homme d'action française, je l'ai dit, un Daudet député qui a mené donc un certain nombre de combats à l'Assemblée nationale. Que peut-on dire de ce Daudet
politique. Est-ce que c'est un Daudet qui s'inscrit dans la pure filiation maurassienne, qui a toujours... il joue quand même, avec l'aval de l'AF, évidemment, de l'Action française, le jeu électoral, donc le jeu de la candidature, etc. Mais qu'est-ce que va-t-il chercher en politique? Est-ce simplement une tribune, la tribune parlementaire, et donc une manière de faire valoir, de mettre en évidence sa verve et son brio? Est-ce que ce sont des combats qui doivent être remportés? Que va-t-il chercher dans l'action, Léon Daudet? L'action, peut-être, elle-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vivre ses convictions, qui veut vivre ses engagements, je le sens comme ça. C'est difficile de répondre à cette question. Oui, parce qu'il a à la fois, donc c'est quand même assez rare de trouver en un même homme. C'est un intellectuel. Oui, c'est un homme qui vient je dirais, d'un monde littéraire et politique accepté, important, et on le voit un peu plus tard s'engager d'une manière hallucinante, puisqu'il va faire participer aux manifestations, il va se faire arrêter, on va le retrouver en prison, les vêtements à moitié déchirés. C'est tout à fait stupéfiant. Il pourrait être comme Maurras ou comme Bainville, un intellectuel qui surplombe, qui donne des orientations. Et lui, il a besoin, enfin moi je l'analyse comme ça, mais vous avez peut-être une autre vision, mais il a besoin d'être au cœur de l'événement, il a besoin d'être avec des plus jeunes aussi, avec des adolescents, avec des jeunes hommes, des hommes de la guerre de 14, etc. Je pense que il vit à travers ces événements, ce qui n'est pas très courant dans le monde littéraire. Mais non, c'est même très rare. Moi, je n'ai pas d'explication là-dessus, mais c'est évidemment ce qui fascine un jeune lecteur de 20 ans qui lit Daudet aujourd'hui, qui lit notamment sa série de 7 ouvrages, je crois, sur ses mémoires, qui commence avec Vers le roi, etc. On est exalté. Quand on a 20 ans, on est exalté par ça. Et quand on le relit à 40 ou 50, on est épaté par le monde qu'il a connu, enfin par toutes ces occasions de rencontrer des écrivains, des artistes, des hommes politiques, cette proximité avec eux, parfois ces conflits avec eux. Donc je dirais qu'il y a plusieurs publics qui peuvent trouver un énorme plaisir à lire Daudet 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. Alors, une scène à laquelle je pense quand vous parlez, c'est la scène de Daudet arrivant le 6 février 1934 à l'Action française. Il ne venait jamais à l'Action française le soir. Daudet a beaucoup écrit, beaucoup lu, mais on se rend compte qu'il devait se coucher tôt finalement, parce qu'il était tellement actif, donc il n'était pas du genre à traîner ou à être comme Maurras, à reprendre ses papiers jusqu'à une heure toute impossible, la nuit, etc. Et Daudet, revenant d'un voyage en train, débarque à l'Action française. C'est raconté par... on trouve ce récit dans les Mémoires de Porthos de Charbonneau. Arrive à l'Action française et est totalement excité et dit « Ça y est, nous allons l'avoir, la République. J'y vais immédiatement, etc. » Et Maurras entoure le ventre de Daudet de ses bras en disant « Mais calmez-vous, Léon, calmez-vous !» Et je trouve que ça révèle exactement le tempérament de chacun. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une tradition du coup de force. Il y a une tradition du coup de force. Et vous parlez du 6 février 1934. J'étais justement, avant que vous ne parliez, j'étais en train de me dire que Drieux-La Rochelle, dont Gilles a parfaitement dépeint le portrait de ce cynique qui ne correspond pas forcément à Daudet, bien sûr, mais d'un cynique revenu de tout et qui, au bout d'un moment, se lance dans l'action à corps perdu et éperdument. Et on retrouve évidemment ça dans la tradition des Camelots du Roi, avec Bernanos. Bien sûr. Et il y a une photographie célèbre de Pierre Boutan, qui est
comparable, à mon sens, à Léon Daudet par bien des aspects, cet appétit absolu pour toutes les merveilles de la création, le bon vin, les belles femmes, les bons livres, la belle nourriture, bon bref, où on le voit justement Boutan sortant d'une manifestation ensanglanté. Donc il y a cette volonté à la fois d'avoir une vérité, comme disait l'autre aussi, une vérité et un corps à étreindre, mais qui doit passer par un combat et qui doit passer par une incarnation. Et ça, c'est une tradition, pour faire un parallèle, au cas où ce serait votre prochaine question, pour faire un parallèle vers notre époque, effectivement, c'est une tradition qui s'est complètement perdue. Parce que toute forme... imaginez un critique littéraire, maintenant, qui, je ne sais pas moi, on vous dit une bêtise, etc., se lève et colle une baffe à la personne qui est en face. Moi, je trouve que ça aurait du panache, mais elle serait totalement ostracisée dans les 30 secondes, avec le droit à la non-violence, machin, c'est inimaginable. Ça dépend qui a été giflé. Bien sûr. Alors, il y a ce biais-là, il y a ce prisme-là, évidemment. Ce qui n'est pas sain non plus. Imaginons qu'une personne, un critique littéraire, se lève simplement sur le fait que tel livre est mauvais, sans aucune espèce de connotation politique, en lui disant votre livre, comme faisait naguère Jean Darnalier, il prenait le livre, il disait voilà, et puis il le jetait à l'arrière. Ça, c'est totalement un simple geste comme cela est totalement inimaginable aujourd'hui. Alors imaginez quelqu'un qui va dans le tas, qui fait le coup de poing, qui fait le coup de poing, qui fait le coup de force, qui aurait dû faire le coup de force, oui. Tout à fait. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous parliez de Pierre Boutan, parce que je tiens à lui rendre hommage. Il faisait partie de mon jury de thèse. Ah exact, oui, j'avais lu ça. Oui, c'est un beau jury. Et votre directeur de thèse était Jacques Robichaise. Jacques Robichaise, en étant avec de grands universitaires. Bon, le temps passe très très vite. Il nous reste très 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 peu de temps. En un mot, chacun, un titre de Léon Daudet. Voilà, parmi ceux qui sont éventuellement disponibles aujourd'hui, à des jeunes gens qui voudraient découvrir Léon Daudet, un titre. Commencez par Paris vécu, par exemple. Paris vécu. Ou alors le livre sur le journalisme. Francis Bergeron. Moi, c'est évidemment, ce sont ses souvenirs, parce que la Troisième République est absolument passionnante à décortiquer. Enfin, puis il y a une certaine logique. Enfin, il y a des logiques des différents camps. Ça reste très lisible aussi. Maintenant, j'aimerais qu'on réédite quelques ouvrages de fiction politique, écrits par Daudet. Je pense notamment à Ceux qui montent, qui est un roman qu'il a publié en 1912, où il met en... vous l'avez lu, je pense. Il met en valeur les Camelots du roi. Enfin voilà, il y a quelques romans très politiques. Ça m'amuserait de les qu'ils soient réédités. Voilà. Juan Asensio. Pas un, mais deux. Le voyage de Shakespeare, pas besoin d'insister parce que c'est un livre torrentiel, puissant, sombre, magnifique, et Les Morticoles, qui est une satire d'une férocité inouïe, on dirait qu'il a été écrit, ce roman, pour nous dire les moutons que nous avons été pendant la crise sanitaire récente. Absolument. Tout y est. Absolument. Anne Le Pape, Francis Bergeron, Juan Asensio, merci beaucoup de vos interventions très chaleureuses et enthousiastes, dignes de Léon Daudet. Nous nous retrouvons, quant à nous, dans quelques semaines pour une nouvelle émission des Idées à l'endroit. Merci à tous et à très bientôt.